ses avocats, son état de santé qui s'est aggravé alors qu'il observe depuis sa détention une grève de la faim. Ousmane Sonko a été admis en réanimation ce jeudi. Aux dernières nouvelles, il a repris connaissance, mais est resté gardé en observation. Vos avis, monsieur Spero? Je pense que Sonko est en train d'utiliser une arme européenne que les Africains ne maîtrisent pas et ne connaissent pas. La grève de la faim, mais il va mourir. C'est dommage. C'est dommage parce Il peut que... aussi s'en sortir. Oui, à condition de commencer par s'alimenter. Parce que, en réalité, tel que les choses se présentent, j'ai l'impression que Macky Sall est décidé à passer à la phase 2. Donc, il risque de ne pas sortir. Donc, contraindre le pouvoir à le libérer parce qu'il ne mange pas, je ne suis pas sûr. Le seul résultat que ça peut entraîner serait qu'il va mourir. Et s'il meurt, ça va créer un désordre extraordinaire, c'est vrai, mais lui, il est déjà parti. Je pense que faire la grève de faim, comme ça se fait en Europe, l'opinion doit pouvoir prendre ça en charge et dire ah non, on va faire ceci, mais ça ne se fait pas en Afrique. En Afrique, on se dit quand même que si tu le fais à tes risques et périls, c'est tout. Et il refuse de se faire soigner. Heureusement que là, il avait perdu connaissance et donc il ne pouvait plus rien décider. Et on l'a soigné malgré lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va recommencer? La grande question, justement, est-ce que ça, c'est une stratégie, bonne stratégie pour faire pression sur le pouvoir? Non, je ne dirais pas que c'est une bonne stratégie parce que Sonko, c'est un homme politique. Et il sait qu'en tant qu'homme politique, il pose des actes et il y aura des répliques de la part du gouvernement. Particulièrement en ayant mis tout le poids nécessaire pour que l'autre ne puisse pas se présenter à un troisième mandat, c'est de lui. N'eût été sa motivation, sa fougue et autres. Je crois que, bon, je ne suis pas à l'intérieur de Macky Sall, mais la tentative était très très grande. Mais du moment où il a posé ce acte, Macky Sall aussi est un homme pour dire, écoute, tu m'as empêché de faire le troisième mandat, je te mets tout le blocus nécessaire, toi aussi tu n'iras pas. Bon, maintenant, en tant qu'homme politique, il aurait pu avoir un plan B. Au cas où cette situation arrive, voilà ce que je fais. Mais là, dans son état actuel, je ne pense pas, je n'apprécie pas personnellement il n'est pas le seul cet état de choses. Parce que comme on le dit, la grève de la faim en Afrique, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Pourquoi c'est différent d'observer la grève de la faim en Afrique? Pourquoi c'est plus risqué d'observer la grève de la faim en Afrique? C'est des cultures différentes. En Afrique, d'abord, on n'a pas suffisamment à manger. Quand tu trouves à manger, tu refuses de manger. Les gens ils se disent, mais c'est parce que tu en as suffisamment que tu ne veux pas manger. Mais Macky Sall et l'autre, Sonko ne mange pas, mais la plupart des militants, ils mangent proprement les 3 repas, matin, midi, soir. Ah non, en prison? Oui, mais... Oui, mais attends. Attendez, mais selon ses avocats, il n'est pas le seul à observer. Oui, il n'est pas le seul. Mais le problème, c'est qu'en Europe, quand quelqu'un déclenche la grève de faim, vous voyez l'opinion nationale et internationale se mobiliser. C'est-à-dire que les gens doivent prendre ça et faire des mouvements. Or là, personne ne réagit. Il est seul à souffrir. Et donc ça ne porte pas. Je peux vous évoquer la méconnaissance autour de... Oui, ce n'est pas dans notre culture. Les gens agissaient parce qu'ils avaient un leader devant. Et le leader est à terre aujourd'hui. Il n'est plus le leader charismatique, il est plutôt souffrant, diminué physiquement. Je pense que... Mais où sont ses soutiens? Justement, il ne peut pas en avoir. En étant en prison, s'il continuait toujours pas à montrer sa fougue, sa force, pour dire braver les gens, je pense que ça porterait beaucoup plus. C'est une question de culture. Bon, maintenant, est-ce que ce qu'il a fait là va permettre aux gens de se révolter au point que, oui, ça n'arrivera que s'il mourait. Mais s'il meurt, il n'aurait pas atteint le résultat escompté. Donc, je pense qu'il vaut mieux changer de stratégie. Ou alors, il appelle tout le monde à faire grève de la faim. Et donc, on va voir la population qui va suivre et qui va se mettre dans la rue parce qu'elle a faim. Ou alors, il cesse de faire parce que seul, ça ne portera pas. C'est une question de résultat. Il fait une pression politique, ça ne portera pas fruit juste parce que ce n'est pas dans notre culture. Macky Sall a détruit son parti politique. Il a mis sur lui, il a mis sur lui des charges juridiques très lourdes. Apparemment, je ne suis pas sûr que ça va changer. Et donc, ce qu'il doit faire maintenant,
c'est peut-être de positionner quelqu'un d'autre qu'il va soutenir pour faire face toujours à celui que Macky Sall va présenter pour les élections. Parce que s'il ne le fait pas, on fera un semblant d'élection, quelqu'un va gagner et la communauté internationale évidemment va l'approuver et les choses vont avancer et lui aurait perdu sur tous les terrains. Il va rester en prison pendant 7 ans. Quand il va sortir, plus personne ne le connaît. Justement, détenu depuis plusieurs semaines, il n'est pas encore passé devant un juge. Oui, mais parce que ça n'arrange pas. D'abord, lui-même, on va même utiliser sa santé pour dire on ne peut pas le traduire parce qu'il est malade. Mais ça ne l'arrange pas. C'est le Sonko amené devant les juges qui brave, qui fait mobiliser la jeunesse sénégalaise. Le Sonko malade, on ne le connaît pas encore. Et donc, du coup, ce n'est pas très porteur comme mode d'action. Non, je vais dans le sens pour dire que, en fait, dans nos cultures, qu'est-ce qu'on faisait quand on était enfant? Pour une petite pécadille avec les parents, on dit je mange pas. Mais après, nous-mêmes, on va voler la nourriture qu'on a refusée nous-mêmes. Donc, très sérieusement, ce n'est pas la meilleure stratégie. Parce qu'il est en train de se détruire lui-même. Et aujourd'hui, même si moi je serais à la place de Macky Sall, je ne prendrais aucun acte par rapport à son parti, mais vous allez voir le parti aller se dissoudre de lui-même parce qu'il n'y a plus de ce leader charismatique devant. Il n'y a personne pour donner la ligne de conduite. Et donc là, est-ce que c'est la meilleure option? Je ne pense pas. Il vaudrait mieux. D'ailleurs, j'ai salué la lettre de l'architecte Goudiaby qui lui a adressé une lettre très pleine de sagesse. Il aurait pu saisir les termes de cette lettre et revenir à la raison pour repenser la lutte. Mais ce n'est pas de la meilleure stratégie. Ousmane Sonko, le leader de l'ex-PASTEF en détention, mais les ex-membres de son parti continuent toujours de se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Ça ne va pas porter de la même façon. L'esprit du PASTEF n'est pas... Ça va pas. C'est délicat en Afrique. Vous voyez, c'est comme si les leaders des partis, je ne sais pas s'ils ont un pacte avant la création de ces partis. Je prends le cas du Togo. Quand Edem Kodjo est parti, et je vois plus l'UTD n'est plus l'UTD. Quand Gbagbo est parti, le cas n'est plus le cas. Maintenant, comment remettre ça en place? On aura. Sur ce sujet, on a un sujet pareil. Il y a quelque chose de mystique, mystérieux. Je dirais, mais bon. Non, je pense que en Afrique, quand vous voulez être un opposant adulé, craint, c'est souvent le pouvoir qui vous donne l'occasion, en vous arrêtant. Comment expliquez-vous cela? En vous arrêtant. Quand le pouvoir maltraite quelqu'un, il grandit dans l'estime de la population parce qu'il est victime. Et c'est ce que Macky Sall lui-même a fait de Sonko. On l'a traîné en justice, il s'en est ressorti. On l'a encore essayé. Le plus grave, c'est d'avoir créé cette histoire de viol et de se rendre compte que le viol ne marchera pas. Et on change pour dire corruption de la jeunesse, etc., etc. On voyait toujours Sonko grandir. Mais là, on a pris une mesure plus forte. On l'accuse de complot contre la sûreté et il y a des charges qui vont être très lourdes. Avec ses avocats, avec tout le peuple, avec ces tweets qu'il avait l'habitude de faire, il devait encore mobiliser les gens. Même quand on a détruit son parti politique, ce n'est pas encore grave. Il y a toujours le Sonko, très orateur. Les gens peuvent même écrire en son nom. Le président Sonko a dit, et les jeunes vont encore suivre. Maintenant, on voit quelqu'un qui fait grève de la faim. Dans un pays où la culture de la grève de la faim n'est pas au point. Donc les gens se cherchent. Les gens ne savent pas encore comment le suivre pour le porter. Les jeunes veulent plutôt entendre ne baissez pas les bras, mobilisez, vous faites ceci. Et on voit le contraire. On voit le gars se coucher parce qu'il n'est pas en forme. Et je ne crois pas que ça porte. Il ne peut rien espérer de la communauté. Ces actions-là, c'est la communauté internationale qui relaie ça. Mais il ne peut rien espérer de la communauté internationale parce que malheureusement, Macky Sall est dans les grâces de la communauté internationale. Et c'est lui qui a pris cette décision. Et n'oubliez pas que la communauté internationale a juste besoin que vous logez vos actions dans un drap légal. Et Macky Sall dit, il a incité les gens à la révolution, il a fait ceci, il a fait ceci. Donc, c'est des atteintes à la sécurité contre l'État. Les Européens ne peuvent plus dire le contraire. Ils sont derrière lui. Donc, votre grève de faim, on va lui dire simplement, aidez-le à survivre. Macky Sall va dire, je lui ai proposé des soins, il a refusé. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand vous prenez l'opposant russe, dès qu'on a dit il a été empoisonné, voyez comment tout le monde s'est... Justement, il y a eu un cas pareil. Or, parce que tout le monde est pour
l'opposition de Poutine. Ici, ce n'est pas, les gens ne sont pas pour Sonko hors du Sénégal, sauf les pays africains. Donc, je ne pense pas que sa stratégie, je ne pense pas que ça pourrait payer. Non, ces stratégies, est-ce qu'il court là un gros risque aussi de perdre la sympathie de oui, en fait, je dois dire qu'il court un très très grand risque parce que là, aujourd'hui, même si son parti existait, je l'ai dit, je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a personne pour prendre le devant, il n'y a personne pour donner le punch au parti. Et c'est là où je dois dire qu'en fait, Macky Sall, quoi qu'on dise, a utilisé de la stratégie. Parce qu'avant qu'on en arrive à ce stade, on l'a isolé. Vous avez vu la période d'isolement là, et Sonko ne pouvait plus communiquer. Et le parti se cherchait. Il n'y avait même personne pour prendre le devant, pour dire, écoutez, j'oriente la chose dans ce sens. Le devant, ça n'a jamais été dans la stratégie du PASTEF. Je crois que, comme le disaient les membres même de A à Z, l'option, c'est Ousmane Sonko et personne d'autre. Pas de plan B. C'est peut-être cette stratégie qu'ils poursuivent. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Dès qu'on arrive à couper la tête, c'est la débandade. Vous voyez, avec les djihadistes, vous coupez la tête, vous avez 3 têtes. Eux, ils sont prêts à rebondir, ce qui n'est pas le cas au niveau des partis politiques. Bon, est-ce que c'est pas une stratégie aussi à copier? Je me pose des questions. Voilà. Le problème, c'est que généralement en Afrique, les partis politiques reposent sur quelqu'un. Ça ne repose pas sur l'institution même. Ouais. De sorte que, vous savez, il y a une dénomination en France que j'aimais bien avant. On vous parle du numéro 1 du parti, le numéro 2 du parti, le numéro 3. Et quand vous gagnez les élections, c'est en même temps que le numéro 1 devient ceci, le numéro 2 devient ceci. Et pendant longtemps, on saura que quand le 1 n'est pas là, le 2 doit pouvoir parler. Mais là, ce n'est que Sonko. Oui, c'est le cas actuel un peu en Équateur après l'assassinat du oui, très rapidement. C'était sa colistière qui a été proposée avant que... Parce qu'elle était colistière. Oui. Sinon, on ne l'aurait pas vue non plus. Mais pourquoi n'avons pas justement ces... Les élections présidentielles, c'est une seule personne. Et tout le PASTEF voulait que Sonko, parce que c'est lui qui était victime. C'est lui qu'on voulait mettre en prison. Voilà. C'est lui qu'on voulait abattre. Et donc, tout le monde avait sa sympathie derrière. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les plus grands opposants en Afrique, c'est ceux qui sont martyrisés par le pouvoir. Et donc, aujourd'hui, c'est Sonko lui-même qui se martyrise. Et ça ne portera pas. Il faut qu'il se relève. Après, quand il sortira, j'espère que les médecins prendront soin de lui dire que c'est dangereux pour sa santé aujourd'hui, le foie doit être atteint, etc. Donc, maintenant, il faut qu'il repense la stratégie. Il faut que ces militants, son numéro 2 ou son numéro 3 quelque part, reprennent la flamme et aient le courage. C'est vrai que c'est quand même une question de courage. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de se sacrifier pour une cause. Donc, il faut qu'ils prennent le courage, la flamme, pour pouvoir haranguer comme Sonko le faisait. Il n'aurait peut-être pas les mêmes finesses, mais on peut créer un porte-parole. Quelqu'un dans le groupe qui soit beau parleur et qui parlera à votre nom. Le groupe a été disloqué. Et oui, même la coalition au sein de... C'est le parti qui est dissous, mais les aides sont là. Les aides sont là. Et on peut mener la lutte autrement aussi. Et on peut créer de nouveaux partis. On peut créer de nouveaux partis. La grande partie aussi, il y a eu plusieurs des membres de l'ex-PASTEF qui ont été emprisonnés avec... Oui, mais il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des gens. Et parce que si personne... Le peuple ne marche pas seul. Il faut toujours un leader pour faire suivre le peuple. Et quand vous voyez même un mouvement spontané que le peuple a commencé, s'il n'y a personne pour prendre la flamme et faire suivre, le mouvement retombe tout seul. Parce que ça s'épuise. Et donc, aujourd'hui, Macky Sall a pris le temps d'épuiser Sonko. Il faudrait maintenant que quelqu'un prenne la relève avec la bénédiction de Sonko. Oui. Il faut que Sonko lui donne la bénédiction pour que ça marche. Il n'est pas obligé de donner la bénédiction aujourd'hui. Il peut attendre, lorsqu'il sera sûr qu'il ne pourra plus être candidat, qu'il dise à tout le peuple, je vous demande de soutenir plutôt celui-ci. Et je pense que ça va être porteur. Est-ce que selon vous, ayant suivi de très près cette actualité évoluer, est-ce qu'entre-temps, l'ex-PASTEF a eu l'occasion aussi d'anticiper sur ce vide que vit aujourd'hui, on vit aujourd'hui sur la scène et l'a manqué
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient pu anticiper parce que depuis les débats de Sonko, je ne vois rien venir. Parce que je crois que le pouvoir a étudié suffisamment l'ensemble et on a pris le noyau dur. Et donc, sans le noyau dur, je vois mal les autres pouvoirs il a été aussi pris dans des conditions, on peut dire, où le parti ne s'attendait pas, suite à un incident, et dans une stratégie bien huilée par le camp Macky Sall. L'isolement a beaucoup joué. Mais quelle preuve justement a-t-on pour avancer Écoutez, ces arguments? Non, oui, mais très souvent, Sonko avait l'habitude d'écrire des messages par réseaux sociaux. Il communiquait beaucoup par les réseaux sociaux. Et on l'a isolé. On a dit non, il est en sûreté. On ne l'a plus inquiété sur le plan juridique. Le mouvement affaibli parce que les jeunes se disent bon, ils ne peuvent plus le toucher. Parce que tout le monde a eu l'impression qu'on ne peut plus le toucher. Oui. Et subitement, un jour, on bloque tout. Et le temps que les gens puissent réagir, et pour réagir, il faut quelqu'un pour les faire réagir. C'est celui qui devait les faire réagir, c'est lui qu'on a pris. Et donc, du coup, et surtout, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, quand il y a eu des mouvements, c'est vrai que des jeunes étaient très volontaires, mais les jeunes ont vu des morts. Et ça marque toujours. Donc, ils ne se sont plus très sentis mobilisés. Et donc, du coup, la flamme est tombée. Ça ne veut pas dire que le Sénégalais dort, non. Mais il faut quelqu'un pour remobiliser les gens. Et c'est ce quelqu'un-là qu'ils n'ont pas pour le moment. Mais j'imagine qu'avant les élections, les choses vont changer. Si Macky Sall croit que c'est OK, je pense que lui aussi, il doit savoir qu'il faut rester sur ses... Justement, on est à 6 mois de l'élection. Il faut qu'il reste sur ses qui-vive, parce que ce n'est pas plié d'avance. C'est pas plié. Et à ce stade, est-ce qu'avec une santé aussi précaire d'Ousmane Sonko, ses proches peuvent-ils plaider pour une clémence du président Macky Sall? Il faut des recours aussi pour... Oui, mais je crois que Spero l'a dit ici, parce qu'il faudrait que la sagesse africaine aussi entre en jeu. C'est vrai, aujourd'hui, c'est Sonko qui est dans des difficultés. Demain, ça peut être un innocent, ça peut être un Spero. Mais c'est qu'il faut qu'on se mette à la place de l'autre. C'est un politicien, ok? C'est un acteur de la vie politique qui a mené ses idées, pas pour lui, mais pour le bien du Sénégal. Et donc, dès que les problèmes se posent de cette façon, il faudrait que les imams, les prêtres, les religieux et autres entrent en jeu pour écouter les différentes parties et voir comment essayer d'amener chacun à la raison. Mais le silence tel qu'il est, je me dis, attention, est-ce que là, nous ne sommes pas en train de faire le jeu de ce que nous ne voulons pas? Quand je parlais d'occasion manquée, entre guillemets, le dialogue national, le PASTEF n'avait pas participé, ni Sonko, ni son parti. Jusqu'à ce qui est arrivé, je pense que Sonko ne pouvait pas imaginer que ce serait comme ça. Il était dans la posture où il va continuer par être vilipendé, ça va augmenter son aura, les jeunes vont être derrière lui. La voix était... Jusqu'à il y a 1 mois, 2 mois, c'était clair que Sonko avait déjà la présidence. Hein. Mais sauf que il a oublié que Macky Sall détient l'outil de répression. On a réprimé, les jeunes sont morts. On a fait Akami, les jeunes se sont démobilisés un tout petit peu et on l'a pris. Et aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on peut demander une clémence? Oui. Est-ce que Macky Sall a intérêt à respecter la clémence? Absolument pas. Par rapport à l'échéance pour aller aux élections, il n'y a rien qui le pousse à accepter la clémence. Maintenant, il faut qu'on le pousse à avoir la clémence. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se mobilisent pour obliger Macky Sall. Il faut qu'on l'oblige. Si c'est juste avoir sa clémence, il va vous dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour l'intérêt du pays. Vous voyez maintenant, il y a la stabilité, il y a la paix. C'est son discours. Mais si les gens se mobilisent et qu'on l'oblige, parce qu'il y a des manifestations, il y a un sitting non violent, pacifique, mais tout le monde est assis dans les rues, ça l'oblige, ça bloque le pays. Dans ce cas, il peut dire, le problème est là, réglons ça sur le plan politique, et il peut alors aller à la clémence. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis à l'allure actuelle, je ne vois pas ce mouvement-là devant en train de vouloir mobiliser les gens. Parce que les autres aussi de l'opposition sont des opportunistes. Hein. Oui. Sonko en prison, voilà.
ça fait ma chance aussi d'essayer de voir ce que ça va donner. Et ça aussi, ça fragilise la politique. Le Sénégalais ne baisse pas facilement les bras. Je crois que Macky Sall doit être aux aguets jusqu'aux élections, en tout cas. Non, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'était passé par le passé. Oui. Et avec Abdoulaye Wade, quand il était dans l'opposition, j'étais à Dakar, quand un beau jour, Wade est arrivé, et de l'aéroport, il devait marcher sur la présidence. Et je ne sais pas par quelle gymnastique, on dit, écoutez, il a reçu un coup de fil d'arrêter la marche et ils vont s'entendre. Mais le soir, l'homme politique a dit, mais qui a appelé Wade pour lui dire d'arrêter? Il sait qu'il ne pouvait pas arriver à la présidence, c'est comme ça, c'est fini. Il a encore mis du temps avant de pouvoir conquérir le pouvoir. Le Sénégalais, il est fin politicien. Vous voyez, il joue, mais dans le contexte actuel, je crois qu'on ne devait pas arriver là. Et franchement, Sonko prend une voie qui n'est pas celle d'un chef, d'un bon chef. Un chef, c'est celui-là. Si tu te laisses abattre par la faim, la maladie, mais qui va diriger les autres? Tu as toute une équipe derrière toi. Tu as amené les gens dans une dynamique. Mais pourquoi tu veux les laisser maintenant? Et donc, il faut qu'ils reviennent à la raison, qu'ils reprennent ses forces et essayent de voir. Parce qu'on a encore 6 mois, on verra. Donc, selon vous, doit-il poursuivre ou arrêter la grève de faim? Non, la grève de faim, madame, moi, je ne connais pas la grève de faim. Moi, je mange. S'il y a à manger, je vais manger proprement. Bon, maintenant, je peux me fâcher. Mais je ne vais pas voir la nourriture et laisser. Pourquoi? Mais pourquoi il le fait? Et il refuse même de se faire soigner. Mais si ses enfants faisaient cela, qu'est-ce qu'il va leur dire? Non, c'est que nous sommes des hommes politiques, mais nous devons donner de la pédagogie aussi à notre peuple. D'abord, le peuple là n'arrive pas à bien manger. Et vous lui dites de ne pas manger. Moi, je trouve que je vais manger. Spiro, pour... Non, je l'ai déjà dit, je pense que la stratégie n'est pas bonne. Il a essayé. Il a peut-être dû attendre des résultats, mais je ne suis pas sûr que les résultats là seront atteints. Et donc, peut-être qu'il faut réfléchir autrement. C'est un politique aussi. Je pense qu'il a suffisamment de maturité. Il est quand même maire d'une ville. Je pense qu'il a suffisamment de maturité et qu'il va trouver dans son génie quelque chose d'autre à faire. Mais que ça soit un appel aux autres. Faites-vous toujours seconder par quelqu'un qui peut prendre votre place valablement. Et cette personne n'est pas obligée d'être à côté de vous pour qu'on vous arrête tous les deux ensemble. La personne peut être quelque part, mais il faut qu'elle reprenne la flamme pour pouvoir gérer Mais il faut également demander à ces chefs d'État que ce n'est pas une bonne chose de décimer l'opposition et de rester. C'est des critiques que les pays vivent. Oui. Si vous faites en sorte qu'il n'y a plus de véritables opposants, que vous créez des soi-disant opposants, mais vous ne faites pas avancer le pays parce que vous ne recevez pas de véritables critiques. C'est pour ça que moi, j'aime qu'on ne dise plus opposants, mais qu'on dise simplement compatriotes qui ne soient pas au pouvoir. Comme ça, vous le sentez toujours comme un frère et vous lui donnez l'opportunité d'exprimer ce qu'il a de différent de vous. Mais si vous faites arrêter tous les opposants... Vous estimez que psychologiquement, l'appellation a... Malheureusement, je pense que ça commence par avoir un problème. Au Sénégal, le Sénégal fait partie des pays qui sont en avance sur la démocratie. Mais désormais, dès que vous êtes un véritable opposant, on trouve un moyen de vous envoyer en prison. Je pense que c'est un sérieux problème. L'opposant n'est pas forcément un adversaire à battre. Non. L'opposant, c'est pas comme ça. On devait voir l'opposant parce que je prends le cas du Togo. À un moment donné, j'étais un peu très intéressé à aborder le Togo. L'occasion nous sera donnée. Bon, ok, d'accord. Là, je fais économie pour. Justement, vous allez garder ça, puisque avant de conclure cette émission, nous allons certainement évoquer un cas togolais. Mais en attendant, transition, on va aller au Burkina Faso. Au Burkina Faso, un ex-ministre du président renversé, Christian Kaboré, c'était en janvier 2022, est condamné à 7 ans de prison ferme pour détournement du deniers public. Que s'est-il passé, Spiro? Je pense que c'est de la suite normale. Quand vous voyez le président burkinabé dans ses avancées, aujourd'hui que la France ne veut plus l'aider financièrement, il faut trouver les ressources. Et on ne va pas chercher les ressources alors que des gens ont volé, ont pillé des ressources. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il va remonter parce qu'il y a déjà un précédent. Il y avait déjà les ministres de Kampaoré qui avaient été déjà jugés pour détournement de deniers publics quand Kampaoré a été enlevé. Donc du coup, c'était prévisible qu'on va faire la même chose.
tous les ministres, je pense, de Kaboré jusqu'à maintenant, vont être passés au peigne fin. Tous les directeurs de société, parce qu'il faut retrouver les ressources, il faut bloquer les voies par lesquelles les gens sont arrivés à voler. Et donc, je crois que c'est tout à fait normal que Ibrahim puisse se mettre à le faire. Et il faut forcément commencer par quelqu'un. Oui. Lui, et ça a commencé par Vincent Dabilgo, ancien ministre des Transports du Burkina Faso. C'est peut-être lui qui... La peine est lourde quand même, hein, condamné à 11 ans ans. d'emprisonnement, dont 7 ans ferme, et devra en outre s'acquitter d'une amende de 3,3 milliards de francs CFA. Et les activités de son parti, le Nouveau Temps pour la démocratie NDT, ont été suspendues. Bon, c'est là où je ne comprends pas la suspension des activités du parti. Si ce parti mène des activités subversives, je peux comprendre. Non, ou s'il est... ils ont dit finance. Il a financé le parti sur les fonds. Oh là, ça se comprend. Mais par rapport aux peines, madame, moi, je peux dire que c'est pas lourd. Si tu me voles, ok, tu as affaire à un individu, tu as volé un individu. Mais quand tu voles la nation, c'est pas mal de blocage que tu fais. Vous voyez, quand on nous dit... Je ne dénonce pas la peine, je confirme, j'affirme que c'est une lourde peine. Oui, mais je ne défends pas. On pouvait même faire plus que ça. Hein. On pouvait même donner plus que ça pour que ça serve de leçon. On a entendu dire qu'après le foot, c'est le sport pour certains peuples. Justement, que ça serve de leçon, rien n'est fait. Mais je crois que ce qui se passe au Burkina doit titiller l'esprit des gens pour dire, écoutez, ça se passe au Burkina, peut-être. Parce que le ministre, là, en posant l'acte là, il n'avait jamais pensé qu'un jour, ça va le rattraper. Et après ce ministre, vous allez voir, il y aura toute une chaîne, toute une série qui vont passer à la casserole. Et donc, ça servira d'exemple pour d'autres pays et d'autres passionnés de ce sport pour se dire, attention, si je suis toujours dans ce sport, c'est vrai, aujourd'hui, je passe, on ne me dit rien. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si je suis en vie, on peut m'attraper, on peut me mettre devant le peuple et j'aurai à payer tout ce que j'ai fait. Donc il faudrait faire attention, ceux-là qui ont la responsabilité de gérer les biens de l'État, qu'ils le fassent proprement pour que demain, ça ne les rattrape pas. Mais le Burkina, depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, a entamé beaucoup de réformes quand même dans le pays. Il y a eu cette décision cela va me revenir, c'est justement par rapport au fonctionnement des partis politiques. Oui, je pense qu'il faut assainir le milieu burkinabé. C'est vrai que Kaboré a essayé de le faire à un moment donné, mais provenant lui-même d'un parti politique, ce n'était pas très aisé. Il ne peut pas donner des leçons à d'autres partis politiques. Donc, ça n'a pas véritablement marché. Le capitaine président aujourd'hui, il a toute la latitude de se poser en justicier, entre guillemets, mais quelqu'un qui rétablisse véritablement l'équilibre. Il y a un pays que j'aime bien en matière de répression, de détournement, c'est la Chine. En Chine, vous encourez même le risque d'une peine de mort si vous avez atteint un certain seuil dans ce que vous avez volé. Et du coup, tout le monde sait qu'il ne faut pas détourner les deniers publics. Mais l'économie, nous avons déjà des pays à économie fragile. Voilà, le Burkina, la France dit, je ne vous donne plus d'argent. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, vous donnez, mais ça ne nous arrangeait pas. Ouais. Donc aujourd'hui, on va se mettre au travail. Mais les petites ressources qu'on a, il faut au moins bien les utiliser. Et donc, les gens qui ont détourné, il faut récupérer cet argent-là pour raffermir le trésor public d'abord. Et après, je pense que ce qu'il va faire, après avoir fait tout ça là, c'est de rationner un peu plus le train de vie des dirigeants. Prendre des avions du pays pour faire pro de voyage avec ce que ça engendre, etc. Je pense qu'il va rationaliser ça. Et le grand chantier serait le chantier financier, le chantier monétaire. Il faut sortir du franc CFA. Sauf que si on sort du franc CFA seul, ça ne serait pas une bonne chose. Ça va être très difficile. Mais je vois très bien déjà Mali, Burkina et Niger faire une monnaie ensemble.
Et puis après, les autres vont suivre et la CEDEAO aura sa vraie monnaie éco après. Éco qui ne serait plus arrimé Oui, justement, parce que la au question franc du français. franc CFA est aussi la principale pomme de discorde aujourd'hui entre la France et les pays francophones d'Afrique. Oui, oui, pourquoi on va avoir la souveraineté et tout notre argent va dépendre de vous? Ouais, Il y a un problème quand même C'est un à problème. cela. C'est une question de bon sens. Vous dites, nous sommes indépendants, d'accord, mais nous devons avoir notre argent avec vous. Et c'est quand on a besoin, vous nous donnez comme si nous étions encore Et plus grave, notre ouais. CFA n'est pas considéré comme une devise étrangère. Donc quand on n'achète pas en CFA, on va acheter en dollars. Donc il faut encore repasser par le franc français, l'euro, pour pouvoir garantir ça. Et l'argent va encore au trésor français avant de nous revenir. Je pense que c'est un problème. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a donc, comme je disais, reconnu M. Dabilgou coupable des faits de détournement de deniers publics portant sur 1,12 milliard de francs CFA. Et vous le disiez, ce n'est que le début du commencement. Plusieurs autres ministres aussi pouvaient passer à la barre. Et quand vous l'appelez un milliard là, je ne l'aime pas. Dites 1000 millions. Voilà, ça sonne bien à l'oreille. 1000 millions. Mais c'est trop. Comment quelqu'un... Vous voyez, le problème, c'est que dans nos pays africains, les gens arrivent à la politique pour devenir riches. Or, le politicien ne peut pas être riche. Je fais souvent ce petit calcul. Prenez un ministre qui est à 2 millions par mois, par exemple. Il est à 2 millions. Il ne doit plus faire des affaires privées parce qu'il gère maintenant la chose publique. 2 millions, imaginons qu'il n'a pas touché un seul franc de ça. Sur un an, ça fait combien? Ça fait 2 millions fois 12, ça fait 24 millions. Sur 5 ans, ça fait à peu près 80 et quelques millions. Il n'est pas devenu milliardaire. Mais c'est très fréquent de voir un ministre, après 4 mois, après 5 mois, devenir milliardaire. Mais il y a un problème. D'où est-ce qu'il trouve? Regardez ce qui est arrivé à François Fillon. Il a reçu un cadeau. Et pour ce cadeau-là, il ne peut plus être président. Voilà où il faut en venir. Lorsque quelqu'un fait détournement de deniers publics, il doit être sévèrement réprimé. Justement, la réforme au Burkina Faso dont je faisais cas, c'est la méritocratie que prône aujourd'hui le gouvernement au sein de l'administration. Justement, quel avantage aujourd'hui aller vers la méritocratie? Est-ce que justement, entre-temps, quels d'abord étaient les problèmes? Oui. Vous parliez aussi de complaisance, de favoritisme. C'est aussi un handicap pour... Le développement du continent. Parce qu'il y a beaucoup de complaisance, il y a des gens qui ne méritent pas leur poste, ils sont là pour un oui ou un non. L'autre question, c'est l'appartenance ethnique et autres, les équilibres qui ne tiennent pas juste pour essayer de justifier parfois l'injustifiable. Et donc, vous pouvez avoir devant vous quelqu'un, il voit ça, il dit ça c'est blanc, alors que vous voyez du noir. Mais puisque c'est lui votre chef, vous êtes obligé de dire, est-ce que c'est de ça que nous avons besoin pour le développement? C'est là où des fois je suis contre les coups d'État, mais j'ai comme l'impression que c'est aussi un canal pour assainir un peu un certain nombre de choses. Je prends l'exemple du Ghana par le passé. Il y avait un coup d'État avec Rawlings. Et quand Rawlings est arrivé, il a essayé de mettre de l'ordre dans ce pays. Et les choses ont commencé à aller comme sur des roulettes. Bon, le jeune capitaine, probablement qu'il est dans la même lignée que feu Thomas Sankara, et s'il veut continuer proprement dans ce schéma, je crois que le peuple ne fera que saluer. Mais des fois aussi, il ne faudrait pas que, avec l'appui du peuple et autres, l'envie vienne à s'accrocher au pouvoir. Donc, on a une mission, on l'accomplit très rapidement, on cède la place parce que peut-être il y a quelqu'un d'autre mieux placé que vous, mais il faut essayer tous les autres et puis on verra. C'est comme ça, moi je vois la chose. Mettre de l'ordre, c'est très important parce que quand il y a trop de complaisance, vous ne savez pas ce que vous faites. Il y en a qui vont au boulot, ils ne savent pas pourquoi ils vont au boulot, puisqu'il n'y a aucune joie là-bas. Vous voyez, et donc, il n'y a pas ceux qui sont là, ce n'est pas le bon travail, le travail, il n'est pas doux, et donc, on est obligé, on y va parce qu'on est obligé d'y aller. Et donc, ce n'est pas comme ça une société. Il faudrait que chacun y trouve son plaisir d'y être, il faut que les choses soient faites de façon propre et belle, et que... Avec obligation de résultats. Vous êtes juriste, dites-nous justement aujourd'hui en Afrique comment mieux prôner la bonne gouvernance dans nos pays.
Je pense que je voudrais corriger quelque chose. Rawlings a eu une fin heureuse après son coup d'État parce qu'il a accepté le jeu démocratique. Mais on connaît des gens qui ont fait des coups d'État dans d'autres pays d'Afrique, mais les fins ne sont pas là puisque la démocratie n'est toujours pas là, le développement n'est toujours pas là. Donc ce n'est pas le coup d'État qui forcément donne le bon résultat. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, les Blancs vont partir, on va faire partir la France, mais après, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, je pense qu'il est urgent de chercher à donner la primauté au droit. C'est-à-dire faire en sorte que si vous avez décidé vous-même de façon consensuelle qu'il y a un test, que tout le monde s'accroche au respect de ce test-là. Ouais. Et faire en sorte que chacun soit à sa place selon sa compétence et non selon son appartenance ethnique ou selon son parti politique, etc. Et malheureusement, c'est ce qui se fait en Afrique. On a du mal à se départir des appartenances sociétales quand c'est une mauvaise chose, mais quand c'est une bonne chose, tout le monde, on ne le fait pas. Quand vous avez, par exemple, il y a un bruit qui a circulé la dernière fois d'un ministre, je crois, en RDC, qui a 7 membres de sa famille dans son cabinet. On ne va pas me dire que c'est le plus méritant. Et pourtant, il est là pour diriger. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que le président du Burkina est en train de faire, le président de transition, si vous voulez l'appeler comme ça, peu importe, il est président. Ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose, mais ça ne peut pas s'inscrire dans la durée de sa part. C'est-à-dire, plus il va rester longtemps, plus il risque de ne plus être à même de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'il va être obligé de s'auto-juger. Et ce n'est pas évident. Il faut qu'il démocratise, qu'il pose les bonnes bases institutionnelles. Qu'il respecte le délai de la transition. Et qu'il parte. Qu'il assoie les bonnes bases institutionnelles. Il faut qu'il fasse des institutions très fortes et qu'il parte. Et selon le président, il n'y a pas de question de délai peut-être à évoquer. Ils sont là pour résoudre un problème qui est sécuritaire et qui est une guerre qui n'est qu'à ses débuts et qui va prendre du temps. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que la CEDEAO donne son éternel 24 mois ou 36 mois. Ce n'est pas en ces termes qu'il faut voir la chose. C'est en termes de ce qu'il faut faire. Mais c'est clair que le président burkinabé ne pourrait pas imaginer non plus qu'il va avoir la baguette et le temps pour gérer. Oui. N'oublions pas qu'il est un être humain. Il peut mourir aujourd'hui ou demain. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il mette sur pied les institutions. Rawlings a le mérite d'avoir créé de bonnes institutions avant de partir. Aujourd'hui, quand on parle d'élections, il y a un déclic. C'est une institution qui organise toutes les élections. Le système est déjà là et huilé. Quand on parle de justice, il y a le Chief of Justice qui sait qu'il a une institution à piloter. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand il aura fini de faire ça, il se retire, il reste un conseiller, il reste un homme influent, il vit sa vie de militaire, c'est sa carrière. Et si on a besoin de lui, on fera appel et il serait un modèle qui va pouvoir dire des choses que les gens vont pouvoir comprendre. Et je crois que c'est ce que Toumani Touré avait fait dans le temps. Mais malheureusement, il avait cru qu'il faut qu'il revienne pour prendre les rênes. Il est revenu après à des élections, c'est vrai, après élection. Mais je pense que c'était une erreur. Cette option avait aussi été trouvée entre-temps en Centrafrique, où Catherine Samapanza était arrivée pour une transition et passée en... Oui, après, quand vous revenez, c'est pas bien. C'est pas bien. Mettez en place les institutions, retirez-vous, le pays va avancer. Bon, disons, c'est vrai que... Il faut aussi un bon sens de patriotisme aussi. Absolument, non, il faut, parce qu'il ne faut pas se dire éternel. Vous voyez, il faut donner la même chance à tous les autres citoyens. Bon, c'est par accident, par situation, tu es arrivé pour une mission précise. Ok, toi, tu ne peux pas aller jusqu'au bout de la mission. Dès que tu fais ta partition, tu fais jusqu'à un point, tu te dis, écoutez, j'ai essayé, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu que quelqu'un d'autre essaie, on va voir. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas se croire éternel. Je touche du bois. S'il mourait, il y aura quelqu'un qui va continuer à diriger le pays. Donc, raisonnons comme ça et partageons un peu ce que nous avons à faire. Alors, cette condamnation, c'est un bon départ. Il faut aussi faire justice, que tout le monde rende à l'État ce qui lui a été... Ce n'est pas la condamnation qui est une bonne chose.
c'est le fait d'avoir rendu justice. Rendu justice. Voilà. Autant pour Parce moi. que si, par exemple, le ministre était blanc et qu'on l'accuse, ce ne serait pas une bonne chose. Il faut que ce ne soit pas la justice des forts, mais que ce soit la vraie justice, avec des procès qui soient équitables, qui soient bien menés, avec la possibilité de se défendre. Et si on condamne la personne, il faut surtout reprendre l'argent, l'envoyer au trésor et donner le signal que si quelqu'un vole désormais, il a cette chose. Très rapidement, le dernier sujet, justement, cette fois, on arrive au Togo, l'Union des forces de changement, un parti politique de l'opposition du pays qui a connu des crises internes ces dernières années, lesquelles ayant impliqué ses plus hauts responsables. Mais le 12 août dernier, le parti a tenu son congrès statutaire, un nouveau bureau installé. C'est bon, l'âge de guerre est enfin enterré. Moi, chaque fois que vous prendrez quelqu'un d'assez âgé pour diriger une institution, je dirais que vous n'avez encore rien fait. Il faut dire que le leader historique du parti, Gilles Christ Olympio, a été reconduit à la tête du parti, même s'il y a eu quelques changements. Qu'est-ce que vous appelez changement? Le bureau, d'une manière ou d'une autre, a été renouvelé. Oui, mais disons qu'il est revenu en bon père de famille pour assagir. Oui. Mais c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Je lui souhaite longue vie. Mais la longue vie n'est pas éternelle. Et il a l'exemple du quart. Et donc, il doit savoir que tel qu'il le fait, quand il va partir, ça va carrément éclater. Donc, il aurait mieux fait d'utiliser tout son poids, mais de laisser la démocratie jouer dans son truc-là. Déjà, le problème de départ, c'est de n'avoir pas fait le renouvellement quand il était encore là. Quand vous créez un parti politique et que vous ne mettez pas dedans que le président doit avoir un mandat limité et qu'il est là après 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais le parti... Justement, quelle est la difficulté? Pourquoi c'est si difficile d'obtenir l'alternance à la tête Parce des partis politiques? Il n'y a pas des associations politiques, mais il y a des sociétés politiques. C'est celui qui est à la tête, c'est lui qui débourse son argent et il attend de devenir président pour avoir un retour. Statut juridique, hein, vous parlez... Non, en fait, ce que je dis là, juridiquement, ça n'existe pas. Oh, okay. Et on crée une association et normalement, il y a des tests qu'il faut respecter. Oui. Bon, maintenant, si vous créez une association, tous les membres doivent cotiser et tous les membres sont à égalité. Mais sauf que les gens ne cotisent pas. Moi, je sors de l'argent de ma poche pour faire tout. Mais vous ne pouvez pas me demander de partir parce que si je pars avec mon argent. Et donc, le parti politique n'existe plus. Et donc, du coup, vous êtes obligé de m'aduler, même si je suis mauvais, parce que c'est mon argent. Et comment corriger justement ça? Mais il faut créer des associations avec des tests, des statuts qui soient viables, avec une population qui comprenne que quand on est membre d'une association, on a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits que le président de l'association. Non, je dois dire qu'il y a aussi une question de mentalité. C'est un peu comme le problème de la corruption dont on parle là. Et il faut éduquer les gens par rapport à ce qu'est un parti politique, les différents postes qui sont au sein des partis politiques. Pour la plupart des compatriotes, je peux me tromper, le leader du parti, c'est sa propriété, le parti. Et c'est lui qui met tout. Quelqu'un a faim, il vient voir le président. Un enfant d'un membre est malade, il vient voir le président. Mais un parti politique, d'abord, n'est-ce pas une idéologie? C'est ce qui devait être, je crois. C'est ce qui devait être. Mais il se fait que, je le dis souvent en m'amusant, qu'au Togo, certains sont devenus opposants, pas parce qu'ils avaient des convictions, parce qu'ils avaient des idéologies, c'est par un simple coup de tête. Quelqu'un lui a fait un petit jeu et là, il n'a pas apprécié. Et donc, lui aussi, il crée son parti politique. Les gens sont opposants par famille. Par famille aussi. Votre famille ne peut pas travailler avec telle famille. Donc, il faut être dans l'opposition. On a ces réalités-là également. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut choses. Redéfinir les choses, rééduquer la population et leur faire comprendre un certain nombre de choses. C'est en cela qu'on peut évoluer. Sinon, c'est de la comédie. On fait entre griffes. Hein. C'est de la comédie. Et peut-être, ce qu'il faut souligner, c'est que malheureusement, dans nos pays africains, être leader politique, c'est être téméraire. Et ça, tout le monde ne peut pas l'être. Donc, c'est les rares qui sont téméraires qui vont rester éternellement. Parce que quand même vous dites que vous allez partir, personne n'ose prendre votre place parce que le pouvoir, il a peur du pouvoir.
Et dans un pays où les gens ont peur d'être leader politique, c'est qu'il n'y a pas la démocratie. Bon, maintenant, il ne faut pas mélanger non plus. Lorsque vous dites que vous êtes leader, que vous venez sur les plateaux, que vous commencez par insulter celui qui est l'autorité en face, il y a un problème. Lorsque vous commencez par dénigrer les symboles du pays, il y a un problème. Être leader politique de l'opposition, un mot que je n'aime pas, je le répète toujours, ça ne veut pas forcément dire détruire ce que l'autre fait. C'est faire ses apports à l'évolution du pays. C'est contribuer à ce que le pays soit mieux. Et quand vous faites ça, normalement, le pouvoir en place a le droit de vous accompagner. C'est pour ça que dans la constitution même togolaise, il est prévu que le budget national puisse donner des subsides aux partis politiques pour que ça ne soit pas des affaires d'intérêt personnel, mais que ça soit une affaire de l'État. Nous sommes presque à la fin de cette émission. En une minute, un petit ramassis sur tous les sujets évoqués. Je commence avec vous. Oui, très rapidement, la paix va prévaloir par rapport à la situation au Niger. Il n'y aura pas d'intervention. La sagesse africaine va jouer. Et la même sagesse africaine devra jouer pour nos frères de la Libye. Et qu'il faudrait qu'au niveau des instances internationales, au niveau de l'UA, au niveau de la CEDEAO, qu'on mette en place des cellules d'études pour réorienter un certain nombre de choses, parce qu'apparemment, il y a de petits soucis au niveau de nos instances. Et il n'y aura pas d'intervention au Niger, on va dire que c'est votre souhait, sinon la CEDEAO, elle a déjà sa ligne directive. Spéo? Je pense que tout ce que je peux dire ici, parce que cette chaîne, elle est quand même internationale, c'est d'appeler tous nos jeunes que nous sommes à un éveil, mais pas à un éveil passionné, à un éveil raisonné. Nous ne devons pas nous considérer comme inférieurs à l'Européen, ni à l'Asiatique, ni à qui que ce soit. Nous sommes égaux, mais il faut commencer par se mettre au travail pour construire nos pays. C'est vraiment important. Merci à tous, merci d'avoir participé, contribué richement au débat du jour. Nous étions donc avec Spéro Maoli, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, GAGD. Je précise aussi que vous êtes juriste.